Si vous craignez la terrible vengeance des sectataires de Kahali qui se terrent dans des temples hindous, si vous avez peur des pirates de Malaisie et du monstre qui vient de l'espace, si vous ne voulez pas savoir comment on devient loup-garou et ce que feront subir à leurs geôliers les mutins révoltés de l'Albatros, ne regardez pas Cinéma de quartier. Si par contre, vous voulez connaître l'édifiant destin de la porteuse de pain, la rédemption d'un enfant sans famille, la véritable histoire de Robin des Bois, si vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé après la guerre de Troie, qui était le masque de fer, où est l'Atlantide, ce qui arriva à Salammbô et comment souk les bateliers de la Volga, si vous voulez retrouver Steve Reeves, Belinda Lee, Oliver Reed, Kurt Jürgens, Pierre Brasseur, Dario Moreno, Louis Jourdan, Jacques Cernas et Ayaya Araret, ne manquez pas chaque semaine Cinéma de quartier. Jean-Pierre Dionnet, grand passeur de monde et de culture, était né pour nous enseigner l'autre revers de la BD, la littérature et le cinéma. Déjà dans sa jeunesse, il était un grand fan de livres de science-fiction, de comic books, de films de série B, de genre et des films très underground comme les films de Bava et Argento. En gros, on a un big fan de la culture qui est très pulp et très punk. Et sa carrière a commencé dans le domaine de la bande dessinée dans les années 70 en travaillant chez Pilote en tant que scénariste. Donc il a eu la chance de rencontrer des grands noms de la BD française comme René Goscinny et Uderzo qui étaient considérés comme des mentors. Normal, c'était les créateurs du magazine. Mais voilà, nous sommes dans les années post-68 et la nouvelle génération veut dépasser ses limites dans les dessins, l'humour, l'émotion et l'histoire. Parce qu'à cette période, la bande dessinée était considérée comme une sous-culture. Et donc il y a eu la création de nombreux magazines présentant des histoires et des thèmes plus adultes et des genres différents avec l'écho des savanes de Gottlieb et Bretéché et bien évidemment la création du magazine de science-fiction sous les conseils de Goscinny. Je crois que le mieux serait que je vous confie un journal de bande dessinée de science-fiction. Après, il va oublier. Heureusement, parce que je pense que j'aurais pas pu faire. Métal Hurlant, sorti en 1975 par Jean-Pierre Dionnet avec la maison d'édition Les Humanoïdes Associés qu'il a créé avec ses collègues. On a là les 4 cavaliers de l'apocalypse de la BD francophone et Dionnet en était le chef. Et pour ceux qui entendent mal, je dis bien Jean-Pierre Dionnet et non Jean-Pierre Jeunet. C'est un autre passeur de culture, mais d'un autre genre. Mais revenons sur cette création de magazine qui est Métal Hurlant. Donc grâce à la création de ce magazine, on a pu avoir de grands noms de la BD de science-fiction qui ont magnifié cet ouvrage avec leurs histoires et leurs dessins qui vont au-delà de l'imagination. Et parmi ces auteurs et dessinateurs qui ont fait sa renommée, on a eu Jean Giraud dit Moebius, Philippe Drouillet, Jacques Tardy, Alejandro Jodorowsky, Anki Bilal, Jean-Claude Gall, Chantal Monteuil, Bruno Benarrat, Serge Leclerc, Yves Chaland. et marqueront les esprits plus tard avec d'autres projets hors de Métal Hurlant. Et cet ouvrage légendaire publie les bandes dessinées les plus folles, les plus étranges et les plus époustouflantes que le monde ait jamais connues. Dans ces histoires, ils mettent l'accent sur une narration satirique et avant-gardiste. Et niveau innovation artistique, ça se pose là. On voyait que les créateurs étaient libres de leurs contraintes éditoriales. Donc avec ce magazine, Dionnet et son équipe ont pris des risques pour aller au-delà de leurs espérances sur un futur qui dépasse le voyage intergalactique. Et pendant cette période, il y en avait qui se dépassaient en prenant une petite poudre pour atteindre le cosmos de la création, à leur risque et péril. Oh oui, oh, je commence à ressentir le cosmos de la création. Création! Bref, et parmi ses premiers lecteurs, il y a eu Alain Resnais, Chris Marker et Federico Fellini. Donc ce magazine faisait venir de grands adorateurs d'aventure et d'espace. Même certains réalisateurs s'inspireront de ce magazine pour la projection de leurs films, comme Ridley Scott qui a appelé Dionnet qui connaissait Giger pour s'occuper des décors d'Alien, Jodorowsky pour son film jamais réalisé Dune, où il avait fait appel à Moebius et aussi Giger, ou encore George Miller pour la saga Mad Max. Et Besson s'inspirera de leurs travaux pour le 5e élément. Bien qu'on sait qu'il s'était plus inspiré de la BD Valériane et Laureline, et qui n'était pas du tout publié dans ce magazine, c'était chez Pilote. Mais il y a eu aussi des inspirations dans l'animation japonaise avec Nausicaa de Hayao Miyazaki ou encore Akira. Et je pense que certains comics comme Batman Metal ou Judge Dredd se sont grandement inspirés des œuvres de Métal Hurlant et que je considère comme des petits enfants de cet univers. Ça fait 40 ans que je bouffe de l'américain. Bah ça y est, on les a envahis. Alors, ils s'en sont pas aperçus tout de suite qu'on les avait envahis, qu'on avait gagné la guerre.
Mais après, dans les films, ça s'est vu. Mais même s'il y avait beaucoup de créativité, les premières années furent très difficiles et des fois ils ont dû se casser la tête pour trouver des financements jusqu'à ce que le succès se fasse au Japon et aux États-Unis. Alors ça, c'est le paradoxe français. On aime les arts différents venus d'ailleurs, mais quand c'est français, ça paraît ringard et ça ne marche pas du tout chez nous. C'est ta logique. Faudra attendre 1 an ou 2 après le premier numéro pour que le succès se fasse enfin en France. Mais bon, ça a tellement bien marché que les Américains ont créé leur propre version heavy metal en 1977. C'est-à-dire qu'au numéro 5, il y a un Américain qui est venu nous voir, qui a dit « Je fais ça aux États-Unis ». Ce qui n'est jamais arrivé à personne en bande dessinée au monde depuis l'histoire de la bande dessinée. Bien que je trouve qu'ils étaient moins performants niveau histoire et dessin, et ça se voit quand même sur certaines couvertures. Mais bon, le succès était quand même au rendez-vous, que ça alla au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer, puisqu'il y a eu un film qui s'est fait en 1981, Le Métal Hurlant, le film, avec la géniale BO très rock de Black Sabbath et d'autres rockers de l'époque. Beyond science fiction. Faut reconnaître. C'est du brutal. C'était très rock et très métal. Ouais. Qu'est-ce qu'il en a pensé, Dionnet? Alors le film, je l'aime et je l'aime pas. Je l'aime bien parce que le générique avec la voiture de l'espace, bon, Elon Musk, c'est pas casser les pieds. Hein. Oui, ça fait la même chose, il a fait décoller la Tesla. Je pense qu'il y a des moments sympas. Dites-moi plus. D'abord, le film Métal Hurlant, il doit se faire avec donc The Long Tomorrow, avec une histoire de Schouten et Renard, qui je crois est le rail à l'époque, qui doit se faire avec 2 autres histoires de métal et une histoire de Corben qui est Den. Les Américains viennent, ils arrivent avec 40 avocats, moi en face j'en ai un qui est bon d'ailleurs, hein. Et on va être payé, quoi. Ça peut paraître naïf. Et on arrive au fait qu'il nous offre 200 000 $, ce qui est très très peu, parce que déjà on a 100 000 $ d'avocat. Donc on monte et on arrive à 400 500 000 $. Et un soir, je me souviens, on dit ça y est, on est bon. Et le lendemain, ils sont repartis. J'ai envie de te dire que ça ne m'étonne pas et ça la fout mal. Et ça l'a foutu très mal parce que malgré son succès aux States, pour avoir une approbation d'œuvres cultes, il y a eu quand même un déclin du magazine américain. Normal, on vivait à l'époque Reagan où la science-fiction pulp et dépressive ne faisait plus rêver. Ce qui causa à leur grand regret la revente de l'édition jusqu'à ce qu'il arrive en 1992, attention accrochez-vous bien, à la poche de Kevin Eastman, le créateur des Tortues Ninja, qui a vraiment tué le magazine en mettant toujours une image d'une femme dénudée, ce qui enleva petit à petit tout l'art qui restait de ces histoires de comics sur la science-fiction. Et je ne vous parle même pas de son film Heavy Metal 2000 qui est ni à voir ni à faire. Les seules dernières choses faites à l'international sont des jeux vidéo et une série qui avait été faite en 2012 mais qui a malheureusement été annulée. Voici quelques extraits. Embarqué pour un voyage unique, au-delà de l'espace, du temps et des mondes connus. Now it's time for the real fight. Issu de l'œuvre culte des plus grands créateurs de bande dessinée, la série Événement débarque enfin. Métal Hurlant Chronicles. Find your destiny. Tant de possibilités. Monsieur, ça fait 10 minutes que vous parlez de ce magazine islamo-gauchiste de merde qu'est Métal Hurlant et je ne vois toujours pas le rapport avec le film Le Petit Pousset. Il serait temps d'avancer. Oui, ne t'inquiète pas, j'y viens. Bref, revenons en France. Donc, dans les années 80, alors que le magazine fonctionnait bien, Dionnet commença à vouloir changer d'horizon et c'est là qu'il fut appelé par Pierre Lescure pour s'occuper d'une émission qui s'appelle Les Enfants du Rock sur Antenne 2, qui était une émission qui parlait de pop culture de façon très rock, aux côtés de Philippe Manœuvre. Enfin, il faut que vous sachiez quelque chose de très important. Les punks ont des ennemis mortels, et ce sont les hippies. Tout simplement parce que les parents des punks étaient des hippies. Bah oui, mais enfin, quoi est-ce qu'on reconnaît un hippie? C'est très très simple. Par une musique relax, baba, calme, presque religieuse. Vivaldi. Tu vas la boucler. Et toujours avec la même équipe, ils travailleront sur une autre émission très pop et très funk, Sex Machine.
like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. C'est over grand, vraiment over. Et grâce à ça, il commença à devenir célèbre et s'intéressa de plus en plus à faire une carrière dans la télévision. Donc il abandonna la direction du magazine Métal Hurlant et de l'édition Humanoïde Associée pendant un certain temps pour rejoindre en 1986 l'équipe de l'Escure qui allait s'occuper d'une nouvelle chaîne pas très connue, Canal+. Je ne sais pas m'installer. Je n'avais pas envie d'être Métal Hurlant toute ma vie. Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis que je suis comme ça. C'est-à-dire que tant que j'apprends des choses, tant que j'essaye de faire quelque chose de nouveau et tout, mais du moment où ça roule, moi ça m'intéresse plus. Donc de toute manière, je serais parti de métal. Mais après son départ, le magazine a essayé tant bien que mal de tenir, mais il était de moins en moins visible, ce qui fait qu'il s'est arrêté en 1987. Attention, je ne dis pas que c'est à cause du départ de Dionnet. C'est juste qu'on est arrivé à une période où le genre de la SF punk et marginal commençait de moins en moins à intéresser les gens. Ça a essayé de revenir en 2002, mais ça n'a pas tenu longtemps. Et là, j'entends qu'en octobre 2021, le magazine va de nouveau revenir. J'attends de voir si ça tiendra. Mon cher monsieur bonimenteur, je vois que vous faites encore une pirouette extraordinaire et vous ne parlez toujours pas de ce film. Je sens qu'il va falloir sortir la manière forte. On y est presque. On y est presque. Donc Dionnet créa son émission culte pour les fanats de cinéma de genre et bis, le cinéma de quartier. Je dis à Pierre Lescure, je dis, bah voilà, tu lances ta chaîne, c'est super. Bah moi, je vous rejoins maintenant. Hein. Ça y est, j'y crois. Hein. Je vous rejoins, je voudrais faire cinéma de quartier, je lui raconte mon histoire. Et Pierre Lescure dit, bon, calme-toi, j'ai compris ce que tu voulais faire, tout va bien. Mais là, j'en ai pas besoin du tout, parce qu'on veut prouver qu'on est la chaîne du cinéma frais. On veut prouver que tous les films que les gens allaient voir en salle, et au mois de juin, Pierre Lescure m'appelle, il me dit, bon, alors cinéma de quartier démarre à la rentrée. Tout n'est que chance et hasard. Grâce à ça, il pourra présenter des films jamais cités et très underground venant du cinéma d'Europe et d'autres horizons. Ce qui lui permettra ensuite de faire une autre émission qui s'appellera Quartier Interdit pour parler des films beaucoup plus gore, plus sales, plus adultes et beaucoup plus interdits. Ça ne m'étonnerait pas que certaines chaînes YouTube qui parlent de cinéma bis et d'autres genres très underground ne se soient pas inspirées de cette émission. Et pour notre cher Jean-Pierre, en plus de ce cinéma-là, il était un grand fan du cinéma asiatique, ce qui fait qu'il a pu en faire l'éloge dans son émission, de quoi nous faire découvrir plusieurs cinéastes qui sont maintenant reconnus. Et avec son influence chez le studio Canal, il aura la possibilité d'avoir une petite boîte de production et de créer l'édition Asian Star pour faire découvrir le cinéma asiatique et qui n'ont jamais eu d'édition. Je crois que Dionnet et Gantz avec HK et d'autres ont tout fait pour que le cinéma asiatique soit mieux présenté en France. Aujourd'hui, le nombre d'éditeurs qui publient ces films a complètement doublé pour nous présenter un cinéma très peu cité. Après, on aurait bien voulu qu'il y ait cette même abondance pour le cinéma bollywoodien, mais on veut pas tout avoir. Et pour plus de détails approfondis sur sa vie, son travail et sa culture, vous pouvez lire son livre autobiographique Mémoire. C'est assez complet. Après avoir aidé à la production de certains films asiatiques, alors qu'il était en discussion pour des prochains projets du studio, il a vu le scénario du Petit Poucet écrit par Olivier Dahan et sa femme, et il s'est tout de suite intéressé par ce film parce qu'un film pour enfants qui parle de fantasy, c'est assez rare, et il est allé rejoindre le réalisateur et le producteur Eric Neve pour peaufiner le scénario, et ainsi vint ce film hybride qui arriva sur nos écrans en 2001. Oui, parce que avoir Dahan qui s'est occupé de Déjà Mort, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air très noir, de Eric Neve en tant que producteur et qui s'est occupé de la production de Doberman, et de Dionnet qui a travaillé chez Métal Hurlant. Ça peut être quelque chose de grandiose ou un énorme bordel. Vous avez oublié la chose la plus importante, c'est qu'on a tous un enfant de 8 ou 9 ans. Et on veut que nos mômes voient des films bien. C'est ce que nous allons voir maintenant. Eh bien, monsieur, vous en avez mis du temps. Écoute, c'était le meilleur moment de parler de Jean-Pierre Dionnet, donc voilà, c'est fait. Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z.